Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler de cours, qui va parler d'organisation, mais surtout qui va parler d'une filière en particulier, vraiment le Bachibac. Je tiens à préciser deux choses. La première chose étant que je parle de mon expérience personnelle du Bachibac avec ma classe, avec mes profs, avec mes études, avec ma filière, etc. Ce n'est que mon ressenti, ce n'est que ce que j'ai moi vécu, ça ne veut en aucun cas dire que vous allez vivre la même chose et que tous les gens qui ont fait le Bachibac ont vécu la même chose. La deuxième chose étant que je ne sais pas comment va évoluer le Bachibac par rapport aux nouvelles réformes sur le lycée, parce que du coup les filières vont disparaître et je sais pas comment ça va fonctionner. Moi l'année prochaine je rentre en études supérieures, donc je sais pas vraiment, je me suis pas vraiment renseignée sur le sujet. Je vous avoue qu'en ce moment je suis plus dans Parcoursup que dans les réformes pour le bac, même si ça touche mes frères et sœurs et que même si ça touche personne de ma famille d'ailleurs, je devrais quand même me renseigner. Mais c'est vrai que j'ai pas énormément d'informations à ce sujet là. Donc pour vous situer un petit peu d'abord, moi donc je m'appelle Lilou et j'ai fait 3 ans en Bachibac à Tours. Je suis rentrée en filière littéraire, donc je suis en L par choix. J'ai toujours voulu faire L parce que la littérature c'est quelque chose qui me passionne, et en plus de ma filière littéraire je suis rentrée en Bachibac dès la seconde donc, et j'ai fait mes 3 ans de Bachibac jusqu'aujourd'hui, où mon Bachibac d'ailleurs me sert énormément par rapport à mon orientation. Je vais tout de suite aborder ce thème là du coup par rapport à mon orientation dans Parcoursup. Je suis obligée de dire que moi ça a été fondamental pour moi de prendre le Bachibac, non seulement pour ne pas perdre mon espagnol parce que c'était vraiment quelque chose qui m'inquiétait énormément, j'avais tellement travaillé pour avoir le niveau d'espagnol que j'avais en rentrant en Bachibac que je voulais surtout pas perdre mon niveau, parce qu'avant j'étais en option espagnol depuis la 6ème où j'avais été acceptée dans mon collège. Mais en plus de ne pas perdre mon espagnol, ça m'a permis vraiment de choisir une orientation spéciale en fait, parce que j'ai décidé il y a quelques mois de postuler pour Sciences Po Paris. Voilà. Alors je vais pas vous expliquer tout en détail, mais je voulais faire à la base une double licence, etc. C'était un peu flou dans ma tête parce que ça correspondait pas vraiment à mon projet, enfin je savais pas vraiment où est-ce que j'allais. Au final je suis tellement intéressée par la politique et par en général les relations internationales et surtout la géopolitique que j'ai décidé de postuler à Sciences Po pour rentrer à Poitiers l'année prochaine. Donc pourquoi je dis Sciences Po Paris ? C'est parce que tous les Sciences Po de France sont des Sciences Po Paris. En fait on est diplômés tous de Paris, même si on a fait notre Sciences Po par exemple à Toulouse ou à Bordeaux. C'est pareil, c'est le même diplôme, sauf que il y a des spécificités en fonction des campus. Donc moi le campus de Poitiers c'est une spécificité latino-américain, donc ça veut dire espagnol. Parce que je me serais absolument pas lancée dans Sciences Po si je n'avais pas été prise en Bachibac. Pour rentrer à Sciences Po il y a soit la voie nationale soit la voie internationale. La voie internationale c'est pour tous les étrangers et ceux qui disposent d'un diplôme de lycée, enfin d'un diplôme du bac international, ce qui est mon cas puisque le diplôme donné par le Bachibac en fait est un diplôme international. C'est pourquoi j'ai choisi de rentrer à Sciences Po, parce que du coup ça me fait passer par la voie internationale et non pas la voie nationale, qui me fait gagner énormément de chances d'être prise à Sciences Po parce que les candidatures sont nombreuses et que le recrutement est rude. Je vous explique quand même vite fait parce que c'est quand même un gros avantage qu'il y a à avoir un diplôme international. Donc du coup soit vous passez par voie nationale et vous avez 3 épreuves, vous avez un examen du dossier, si votre dossier est accepté vous avez 3 épreuves écrites, et si à l'écrit vous êtes accepté vous avez une épreuve orale. Et si vous passez par voie internationale, vous avez un examen du dossier, si votre dossier est accepté, un oral, et c'est tout. Et si votre oral est accepté, vous passez à Sciences Po. Donc en fait ça vous évite de passer 3 écrits, vous passez directement aux oraux. Et ça c'est quand même une grande chance. J'ai déjà fait une vidéo en fait sur le Bachibac etc. Mais c'est une vidéo qui a beaucoup de vues, mais en fait on voyait pas ma tête etc. J'étais toute petite, j'avais un peu une voix de bébé, c'est mignon. Mais du coup bah maintenant en fait cette vidéo me fait un peu pitié, j'avoue. Donc qu'est-ce que c'est que le Bachibac ? Donc le Bachibac c'est un diplôme en fait international. Donc que vous allez passer en parallèle à votre diplôme national qui est le baccalauréat. Donc le baccalauréat L, ES ou S jusqu'ici. Donc moi en l'occurrence le baccalauréat filière L, que je fais donc mon cursus normal avec des gens qui ne font pas le Bachibac. Enfin dans ma classe il y en a certains Bachibac L plus plein d'autres qui font pas de Bachibac, et plein qui font le Abibac aussi, c'est pareil mais en allemand. Il y en a un aussi en italien mais je sais pas comment il s'appelle. Je mène mes cours normaux, lambda, d'étudiante L, donc j'ai 9 heures de philo, pour cette année, j'ai voilà, tous les cours comme tout le monde. Et en plus de ces cours-là, j'ai des spécificités en histoire-géographie, en littérature espagnole, en langue. Et tout ça pour obtenir à la fin des 3 années d'études, donc la seconde, la première et la terminale,
un diplôme international nommé Bachillerato. Donc j'obtiendrai mon baccalauréat général de français et en plus mon Bachillerato. Donc j'espère obtenir mon bac L avec mention très bien, je croise les doigts. Et par contre, si vous n'avez pas votre bac français, donc le bac que tout le monde a, vous ne pouvez pas avoir votre Bachillerato. Vous pouvez avoir aussi que votre bac français et rater votre Bachillerato. C'est possible. Nous, de la Tour, c'est jamais arrivé, mais c'est possible. Donc les spécificités de ça, c'est qu'on n'a pas les mêmes cours d'histoire que les autres. On a des cours d'histoire vraiment entre bachi-bac. Et même nous, quand donc en seconde, on était tous ensemble dans la même classe, tous les bachis. Et en première, ça s'est explosé parce que les gens sont partis en S, en ES et en L. Et on se regroupait pour les cours d'histoire et les cours de littérature espagnole. Donc les cours d'histoire, en fait, ils sont menés uniquement en espagnol. Tout est en espagnol, les DS, les DM, les cours, etc. La prise de notes. Le prof peut parler français de temps en temps s'il a des conseils de méthode à vous donner ou si vous avez des questions ou qu'il vous manque des mots. Évidemment, mais tout est fait en espagnol. Et il faut savoir aussi que c'est assez bizarre parce qu'en fait, en fonction des filières, ça ne change pas le nombre d'heures que vous avez d'histoire-géographie. Parce que par exemple, en termes, on est censé avoir beaucoup plus, nous les L, d'heures d'histoire-géo que les S. Nous en bachi-bac, on peut pas faire ça puisqu'on est tous regroupés ensemble en histoire-géo et on passe la même épreuve. Du coup, les S ont autant d'heures que nous. Donc si vous rentrez en S, vous allez avoir beaucoup plus d'heures d'histoire-géo que les autres S qui font pas bachi-bac. Par contre, au niveau des coefficients, par exemple, ça ne change pas. C'est-à-dire que les S, leur coefficient c'est 3, nous c'est 4 et les ES c'est 5. Du coup, par rapport aux mentions, moi c'est une question que je me suis posée, par rapport aux mentions françaises, du coup, puisque votre histoire-géo ne compte pas dans votre bac français puisqu'il compte dans votre bac espagnol, c'est ce que je vais expliquer après, ça ne change rien en fait. C'est-à-dire que la note elle rentre non seulement dans votre bachillerato que vous aurez du coup d'histoire-géographie, mais aussi dans votre bac français. Donc sur la case histoire-géographie dans votre bac français, vous aurez la note de votre épreuve d'histoire-géo espagnole en fait. Concernant donc la littérature espagnole, donc la littérature espagnole, nous on avait 2 heures en seconde, on faisait pas grand chose, hein. On avait 4 heures il me semble l'année dernière et là on en a encore 4 ou 5 je sais plus cette année. Bref. Et vous avez donc une épreuve de littérature espagnole à la fin qui compte dans votre bachillerato. En espagnol, vous étudiez en général des œuvres classiques, donc des trucs bateaux, hein, donc Quichotte, tout ça vous l'étudiez. Après nous cette année on a 2 œuvres au programme, je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. On a aussi donc de la langue espagnole, donc l'espagnol devient notre LV1 et n'est pas notre LV2, la LV2 étant l'anglais. Langue espagnole, nous on avait 3 heures il me semble en seconde où on étudie vraiment les verbes, tout ça. Moi je m'ennuyais énormément parce qu'en fait je connaissais un petit peu tout par cœur déjà, j'avais une prof hyper sévère en tout mon collège, donc du coup bah je connaissais tout par cœur, la grammaire et tout, vraiment c'était pas un problème pour moi. Et après ça s'est arrêté, nous on avait plus de langue en fait, enfin on n'a plus de cours de langue en seconde, en première et en terme, on a que de la littérature espagnole. Donc en tout on a 4 heures de littérature espagnole et 4 heures d'histoire géo, donc on a 8 heures d'espagnol par semaine, enfin de cours menés en espagnol par semaine. En revanche, vous avez une épreuve de langue espagnole pour votre bachillerato, donc cette note-là c'est la 3e qui compte dans votre bachillerato. C'est un oral dont je vous parlerai après quand je parlerai des épreuves du bac. C'est la note que vous obtenez durant l'épreuve de littérature espagnole qui rentre dans votre LV1 du bac français. Il faut savoir également que comme vous êtes en LV2, vous avez la chance d'avoir une épreuve d'anglais beaucoup plus facile, un écrit d'anglais beaucoup plus facile que les autres qui sont en LV1, c'est-à-dire qu'on vous demande le niveau B1 en anglais à la fin de votre terminale alors que les autres on leur demande le niveau B2. Concernant l'espagnol, on vous demande le niveau B2 à la fin de votre terminale. Après si vous avez plus, voilà. Moi personnellement on m'a validé mon niveau C1 cette année, donc c'est très positif, ça veut dire que j'ai déjà le niveau largement pour mon bac. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc voilà. Mais au minimum il vous faut le niveau B2 et jusqu'ici personne n'a raté à Tours, donc je pense que ça devrait aller. Après il faut aussi se dire qu'on nous demande un niveau assez compliqué, c'est vrai, tout le monde ne parle pas espagnol niveau B2. Cependant on a quand même 8 heures d'espagnol par semaine, des travaux énormes à rendre en espagnol, des oraux sans arrêt, en histoire géo on a des compos à faire qui font 10 pages en espagnol tout le temps. Donc voilà, après on est très stimulé en fait, donc au final ça vient tout seul. Donc je vais maintenant vous parler des épreuves au bac, voilà. Donc au bac, donc qui rentre dans votre bachillerato, donc le bac espagnol. Donc dans le bachillerato vous avez l'épreuve d'histoire, l'épreuve de littérature espagnole et l'épreuve de langue espagnole. Il vous faut la moyenne pour obtenir votre bachillerato au 3. Donc, c'est-à-dire 10 sur 20 au 3. Donc concernant l'épreuve de histoire-géographie, c'est une épreuve qui se déroule en 5 heures. C'est beaucoup trop. Mal aux fesses, ça va être horrible. Consiste à faire 2 exercices, donc de 2h30 chacun si vous répartissez bien votre temps.
Ojalá. On traite à peu près 21 chapitres il me semble dans l'année de terminale en histoire géo, c'est super long, c'est trop compliqué, je sais pas comment je vais faire pour retenir tout ça. Et le jour du bac, vous allez devoir faire soit 2 compos, soit 2 études de texte, 2 études de documents pardon, ou soit une étude de document, une étude de texte. En fait c'est vous qui choisissez mais vous devez faire au minimum 2 exercices. Enfin non, pas au minimum, vous devez faire 2 exercices. L'étude de document c'est assez court, ça fait à peu près 5 pages. Et il faut que vous étudiez des documents mais en les rattachant à une leçon que vous avez eue. Donc vous allez tomber sur, je sais pas, la Seconde Guerre mondiale. Ce sera pas ça parce que c'est après 45 le programme, mais voilà, un thème que vous avez étudié en classe avec des documents qui se rapportent à ce thème là. Et il va falloir que vous mêliez votre leçon au doc et que vous écriviez à peu près 5 pages dessus en 2h30. Intro, conclusion, développement, voilà. Mais vous allez en faire pendant 2 voire 3 ans, vous inquiétez pas là-dessus. Vous n'allez pas arriver comme ça et pas savoir comment on fait. Il y a vraiment, c'est logique, il n'y a pas de problème à se faire par rapport à ça. On n'a pas EMC aussi. Et du coup, ça c'est cool. Alléluia. L'autre exercice, ça peut être une compo, donc vous pouvez faire 2 compos si vous le voulez, ou 2 études de documents si vous trouvez ça plus simple ou que vous écrivez pas vite par exemple. Vous êtes plus à l'aise avec c'est à vous en fait de choisir au niveau de l'épreuve d'histoire, ou alors vous pouvez faire un tchak. Moi ce que je pense que je vais faire. Et la compo c'est donc on vous dit un thème que vous avez étudié pendant l'année, donc un des 21. Vous allez devoir écrire environ 8, 9 ou plus pages thème là, et là c'est vraiment genre recracher votre cours. Vous devez problématiser et recracher votre cours, voilà. Donc là il faut bien savoir sa leçon quoi. Pareil les compos, franchement moi au début ça me faisait super peur. Et la première année, mais je paniquais dès qu'ils disaient compo. Et en fait j'ai jamais eu moins de 16 ou 17 à une compo. C'est pas compliqué en soi une compo, faut juste bien apprendre et bien maîtriser son sujet. Et vous allez être très entraîné, pas de soucis. Voilà concernant l'épreuve d'histoire. Donc concernant l'épreuve de littérature espagnole, vous allez avoir 3 heures pour faire 2 exercices. Le premier exercice étant une étude de texte. Donc on va vous donner un texte littéraire de peu importe qui. Par exemple moi j'ai fait un exercice la semaine dernière, c'était sur de Lorca. C'était un texte de Lorca. Et on doit faire une étude, un commentaire littéraire. Et le reste du temps vous allez devoir faire un essai littéraire. Donc on va vous poser une question sur une des 2 œuvres que vous étudiez en termes, parce qu'en fait en termes on a un programme de 2 œuvres qui change tous les 2 ans, donc l'année prochaine ça sera d'autres œuvres, puisque nous c'est la 2e année que c'est celle-ci. Donc nous on a Tres sombreros de copa et Amado Monstruo, et on doit étudier les 2 œuvres donc en détail toute l'année. On va tomber sur une œuvre des 2. Et on aura une question très générale là-dessus, sur un thème déjà donné à la base. Donc nous c'est Libertad y Subordinación, donc liberté et soumission. Et on devra répondre en faisant un essai, c'est un peu genre une disserte. Et ça c'est pareil, c'est traité en cours avant bien évidemment, vous n'arrivez pas comme ça en n'ayant aucune carte en main le jour du bac. Et d'ailleurs il y a aussi des bacs blancs pour les épreuves du bachillerato. Concernant l'oral d'espagnol, donc de langue espagnole, on regarde surtout votre connaissance de la langue, pas vraiment l'analyse que vous faites. 10 minutes de préparation, un truc comme ça. Ça dure 10 minutes je crois après, vous devez parler en continu pendant 10 minutes et après 10 minutes de dialogue avec en fait comme l'oral de français quoi. Vous tombez sur un texte ou une photo, il me semble que ça peut être aussi, mais pas littéraire, un texte, une revue de magazine, une revue de journal, etc. Un texte voilà, vous avez chacun un texte différent. Ce qu'on va surtout évaluer c'est comment vous parlez espagnol, votre niveau d'espagnol, voir si vous avez le niveau B2 et si vous connaissez bien, vous faites pas trop de fautes, etc. Il faut que vous ayez au minimum 10, mais cette épreuve en général les gens ont des très bonnes notes. Donc voilà, et ça vous allez pas vraiment vous y préparer, mais au final c'est juste pour savoir si vous parlez bien la langue, donc en fait c'est une préparation sur 3 ans. Après bien évidemment si vous répétez que des bobards et que vous avez rien compris au texte, on juge aussi votre compréhension du texte bien évidemment. Mais c'est pas sur ça qu'on note. Voilà, ça c'est les 3 épreuves que vous aurez à votre bachillerato. Maintenant je vais vous parler plus spécifiquement de comment rentrer en bac, des examens qu'il y a, etc. et de ce qu'on y fait aussi, comment moi je me suis sentie, comment j'ai vécu mes 3 ans de bachillerato. Il faut savoir que déjà dans chaque lycée c'est différent. Moi par exemple j'ai dû passer un oral avant. Donc en fait j'ai fait un dossier, donc je crois que j'avais eu un CV et tout à faire, je crois. J'avais fait une lettre de motivation, je sais plus exactement comment c'était. Et j'avais envoyé un truc assez lourd quand même il me semble, c'est toujours flou ce truc, ça m'énerve. J'avais été sélectionnée donc pour les oraux, non tout le monde passait les oraux, c'était pas comme à Sciences Po, non tout le monde passait les oraux. Donc j'avais été aux oraux un mercredi matin. J'avais été les 2 années d'avant aux portes ouvertes d'ailleurs, ça m'avait permis un petit peu de me repérer et de connaître les profs. Et je pense que les profs s'en souviennent, enfin c'est même sûr parce qu'après mon prof d'histoire géo m'en a reparlé. Ça peut être que bénéfique pour vous d'aller aux portes ouvertes avant,
même les oraux. Et donc moi à l'oral j'avais dû... on m'avait posé des questions sur mon livre préféré, sur mes personnages préférés, bref je sais plus exactement ce que c'était les questions, mais c'était des questions sur moi, sur mon parcours, etc. Et j'avais dû un petit peu me vendre, j'avais dû dire que j'étais partie seule en Espagne parce que j'adorais la langue, Si vous avez un oral pour entrer en Bachi, il faut vraiment savoir vous vendre sans en faire des caisses non plus, mais savoir dire ce que vous avez fait et surtout qu'on sente votre motivation, qu'on sente que vous aimez vraiment l'espagnol. De là à ce que quand même vous passiez l'espagnol en LV1, c'est quand même pas rien, donc voilà, il faut quand même vraiment montrer votre motivation et votre détermination à apprendre l'espagnol et que vous êtes vraiment motivé. Moi il y en avait plein après qui s'étaient fait recaler après l'oral vraiment, parce qu'il y avait 80 candidatures à peu près pour 24 places, c'était très chaud et j'ai eu la chance d'être prise. Et un conseil pour si vous avez un oral à passer, vraiment ne stressez pas trop parce que le stress peut vraiment faire perdre vos moyens et vous faire dire n'importe quoi et c'est là que ça peut vous porter préjudice. Ne stressez pas non plus en voyant le niveau des autres parce que ça c'est quelque chose qui m'est arrivé. En fait je suis tombée avec une fille qui venait du Nicaragua qui est encore dans ma classe du coup maintenant. D'ailleurs elle parlait pas vraiment français quand elle a passé l'oral. Et du coup, elle revenait juste du Nicaragua, en fait c'est sa langue maternelle. Et du coup je comprenais rien de ce qu'elle disait, au début j'étais en mode... Et je me disais mais moi je peux pas parler, c'est pas possible, mon dieu. Ça, il y avait une autre fille à côté de moi qui parlait vraiment pas bien, il y arrivait pas du tout. Et en fait j'ai été prise. Et les bilingues, parce qu'il y en a plein qui sont en fait d'origine espagnole ou latino-américaine, mais qui sont pourtant pas pris parce que leur but c'est pas de prendre que des natifs, leur but c'est d'apprendre l'espagnol à des non natifs aussi. Après pour faire accélérer la classe et tout, de temps en temps ils prennent aussi des natifs, c'est logique. Dans ma classe il y a 4 natifs je crois sur 24. Et il y en a quand même beaucoup qui ont un niveau pas forcément ouf en espagnol. Ça veut rien dire, il n'y a pas besoin d'être un génie de l'espagnol pour passer l'oral, vraiment pas. Ce qu'il faut avant tout c'est montrer votre motivation avant de montrer votre niveau d'espagnol. Après si vous pouvez caler des trucs qui montrent que vous avez un vrai niveau, que vous connaissez bien votre verbe, bien vos verbes, bien votre grammaire, que vous avez du vocabulaire et tout, bien évidemment ça peut vous être que bénéfique. Mais il faut avant tout faire passer la motivation en fait. Voilà, je suis rentrée ensuite donc en Bachi à Tours pendant 3 ans, ça s'est très bien passé. J'ai eu du mal au début à m'entendre avec les gens de ma classe et en fait maintenant ça se passe très bien. Donc au début c'était très compliqué parce que je comprenais pas trop certains trucs en fait. Il y avait plein de trucs que je comprenais pas parce que j'avais l'impression qu'il y avait dans ma classe que des gens forts. Au premier cours j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là ? Après je me suis rendu compte que tout allait bien, j'étais pas la seule dans ce cas là et que j'étais pas nulle en fait. Et encore maintenant j'ai des super bonnes moyennes, je veux dire en langue espagnole je crois que j'ai 19 ou 20, quelque chose comme ça, vraiment 19,5, je crois que j'avais 19,5 au premier trimestre de terme. Littérature espagnole j'ai 18,5 je crois, c'est vraiment une bonne moyenne pour la littérature espagnole, surtout que notre prof elle est un peu sévère au niveau des notations. Histoire géo, je dois avoir toujours genre 16,5, des trucs comme ça, donc vraiment je m'en sors très bien. Ne paniquez pas en voyant le niveau des bilingues, ça sert à rien de se comparer à des bilingues et ça sert à rien aussi de leur en vouloir de parler si bien parce que c'est normal, c'est leur langue maternelle. C'est comme si vous arriviez dans un pays étranger et qu'on vous mettait avec que des étrangers qui ont commencé l'anglais il y a 2 ans, forcément que vous en français vous les battez mais de très loin. Le but c'est pas de se comparer à eux et de les jalouser, le but c'est d'essayer d'atteindre le même niveau qu'eux ou de s'en rapprocher. Voilà, moi je l'ai vraiment pris comme ça, n'hésitez pas même à aller leur demander du vocabulaire, des conseils, etc. En général, il n'y a pas des mauvaises ambiances dans les classes de Bachi. Même si parfois il peut y avoir de la concurrence, etc. Et il peut y avoir un petit peu de jalousie, entre guillemets, voilà, dont certaines personnes peuvent faire les frais. Je parle pas forcément à titre personnel. Et il peut y avoir aussi des personnes un peu exclues, etc. Bon, en général, ça se passe bien quand même. Mais après, ça c'est dans toutes les classes, que vous fassiez Bachi ou pas. C'est toujours comme ça, c'est humain. J'ai été interrompue dans ma lancée. Je suis Dark Vador. En fait j'ai mis une lampe pour m'éclairer la tronche. Donc maintenant on va parler de comment j'ai vécu mes premiers jours de Bachi ou mes premiers mois même, on peut étendre ça un petit peu. À titre personnel, j'ai très mal vécu tout le premier jour en fait de cours d'histoire géo. Le prof a tout de suite commencé à parler en espagnol et tout et mon prof, les cours sont très complets, il me manquait un peu de vocabulaire etc. Et j'avais du mal à... Bon, au début on prenait pas vraiment des notes, c'est vraiment que cette année qu'on prend beaucoup de notes, mais au début c'est vrai qu'il disait bon là on fait un petit moment de prise de notes, mais il écrivait beaucoup au tableau, il nous donnait beaucoup de polycopiés et tout, mais c'est vrai que j'avais du mal à suivre, vraiment le premier cours je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, comment je vais faire quoi. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur première impression sur le lycée parce que j'en parle dedans, donc je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais vraiment le premier cours d'histoire géo j'ai paniqué et après je me suis rendu compte qu'il y avait aucun problème, et maintenant, vraiment dès la première semaine on va dire, je me suis dit j'ai plus fait la différence entre un cours de géo en français et un cours de géo en espagnol. Maintenant ça me change rien la langue pour apprendre un cours ou pour
Voilà, au début ça m'a déstabilisée, puis je me suis dit mais comment je vais apprendre ça et tout, alors que ça s'apprend exactement pareil en fait. Après si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement là-dessus, voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, mais c'est vrai qu'au début c'était un peu compliqué. D'ailleurs j'ai un nouveau téléphone, il est pas beau gosse, sérieux. Les cours de littérature espagnole, j'ai jamais vraiment galéré pour être honnête, parce que pour moi ça ressemble pas mal à la littérature française. Alors après le programme de première j'ai vraiment pas aimé, c'était vraiment pas intéressant. Enfin, je crois que tout dépend du prof évidemment, mais moi ma prof elle est assez lente, elle est assez, enfin c'est un peu relou. Mais surtout en seconde on avait que 2 heures par semaine, très facile, en fait on foutait rien. Et cette année je trouve que ça va, c'est très abordable quoi, franchement ça va. Et la langue espagnole comme je vous l'ai dit, alors moi je m'ennuyais énormément parce que j'avais vraiment... En fait, ils essaient de mettre tout le monde au même niveau, au niveau de la grammaire, de l'orthographe et de la conjugaison pendant l'année de seconde, pour ensuite être à peu près tous pareils pour les années suivantes. Ça marche pas vraiment parce qu'il y a forcément des différences entre les gens, etc. Et dans leur niveau d'espagnol c'est assez flagrant. En fait j'avais une prof super exigeante toutes mes années de collège, et du coup en fait j'étais très calée sur les verbes, tout ça, donc je me suis beaucoup ennuyée. D'ailleurs j'avais toujours 20 au contrôle, mais toujours. Et après comme la matière a disparu, ça m'allait très bien hein, à vrai dire. Après le bachis, moi je regrette en aucun cas de l'avoir fait, même ça m'a ouvert des portes pour mon orientation et ça vraiment j'en suis hyper reconnaissante. Je suis super contente d'avoir fait ça, ça m'a donné aussi une méthode de travail, ça m'a donné vraiment, notamment en histoire géo, notre prof est hyper exigeant et qu'on doit faire des travaux longs et très poussés sur les choses et nous demande un niveau plus élevé que ce qu'on demande hors du bachis-bac en fait, surtout un niveau première année de fac en fait, et c'est hyper bénéfique. On se retrouve dans une classe avec des gens qui sont plutôt bosseurs, qui sont assez doués en fait, voire des gens très intelligents, ce qui est le cas pour moi. Et ça pousse vers le haut je trouve et ça motive. Moi en aucun cas je regrette mon choix, vraiment je suis super contente d'être entrée en bachis-bac, ça m'a vraiment permis plein de choses. J'ai aussi fait un voyage d'1 mois en Espagne où j'ai été inscrite donc dans une école espagnole où j'allais en cours pendant 1 mois et j'étais dans une famille espagnole toute seule pendant 1 mois dans le cadre d'un voyage scolaire. Ça m'a permis vraiment de découvrir l'Espagne, en plus j'habitais en plein centre-ville de Madrid donc... le bonheur. Ma Corrèze est devenue vraiment une amie, je l'adore, je l'aime trop. Et franchement, mais ça m'a permis vraiment une ouverture sur tous les domaines en fait, sur tous les plans. Et j'adore. Ça m'a permis d'être encore meilleure en espagnol et de valider donc mon niveau C1 cette année, je suis super contente. Et de parler quasiment couramment l'espagnol. Et ça, franchement, j'en serai jamais assez reconnaissante à mes profs de m'avoir pris en bachis pour ça. Il faut pas non plus s'imaginer que en faisant rien en bachis, vous allez avoir un niveau d'espagnol de fou. Il y en a beaucoup qui pensent ça, mais en fait... Vous avez beau avoir 8 heures d'espagnol par semaine, si vous foutez rien et si vous ne vous mettez pas vraiment à vos verbes, si vous ne mettez pas vraiment à vos cours tout simplement, c'est comme partout, hein, et vous allez pas forcément faire des miracles. C'est une classe qui m'a vraiment poussée vers le haut, qui m'a vraiment aidée, soutenue toujours. Des professeurs vraiment très attentifs. Donc nous, notre prof d'histoire géo, c'est aussi notre prof principal en termes et franchement il est super attentif à nous. Après ça c'est aussi une chance qu'on a, c'est pas dans tous les bachis-bac, mais nous c'est vrai qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce prof là en histoire. Il faut pas nier non plus qu'on a plus de travail que les autres, surtout que par exemple cette année, moi je vois bien que parfois on a des gros trucs à faire, des gros travaux, des gros contrôles etc à réviser ou des DN, tout ça, en littérature espagnole par exemple, ou en histoire où le prof est très exigeant, que les autres n'ont pas à faire, donc ça nous rajoute du boulot. Mais au final je trouve que c'est du boulot vraiment, certes en plus, mais qui peut nous apporter que du positif, et rien qu'avoir un double diplôme, un double bac, donc un bac français et un bac espagnol à la fin sur un CV, ça fait tout de suite. Je pense que ça peut être que bénéfique à quelqu'un d'avoir le double bac. Moi j'adore le bachis-bac, vraiment, pour moi ça a été vraiment génial. Après il y a des personnes voilà, qui s'approuvent pas etc, à ce moment là vous pouvez arrêter, c'est pas un contrat à durée indéterminée. Et les options ne changent rien, c'est-à-dire que vous faites votre bachis mais ça change rien aux options que vous pouvez prendre. Donc par exemple moi j'ai pu prendre droit comme tout le monde, comme les gens qui font pas bachis. En fait c'est juste un truc en plus, annexe, mais ça veut pas dire, ça change pas votre parcours français. Donc voilà, c'était ma vidéo sur le bachis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je peux y répondre soit en commentaire ou même carrément refaire une vidéo là-dessus. Si vous voulez que j'éclaircisse un point en particulier, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié de dire des trucs, à ce moment là vous pouvez vous référer à la première vidéo que j'ai faite sur le bachis. J'espère vraiment vous avoir éclairé sur le sujet, vous avoir aidé, vous avoir donné des indications et des explications. Moi ce que je retiens aussi de mon bachis-bac, c'est que j'ai pu rencontrer ma meilleure amie actuelle qui est devenue vraiment ma sœur, genre Sarah Luce, voilà, je t'aime. Et elle est dans ma dernière vidéo que j'ai faite d'ailleurs sur ma chaîne, Nous connaissons-nous vraiment. C'est au bachis-bac que je l'ai rencontrée. Franchement je serais jamais assez reconnaissante à mes profs de m'avoir prise pour le bachis, parce que si j'avais pas rencontré Sarah, ma vie serait mais alors totalement différente de la vie que j'ai aujourd'hui. Bref voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé, vous aura indiqué des choses que vous ne savez pas, vous aura
motivé. Soyez plein d'ambition, soyez plein de motivation, ne vous réduisez pas à ce que vous n'êtes pas. Parce que très souvent on se dit je suis pas capable et on sait qu'on ne le fait pas parce qu'on se croit pas capable alors qu'en réalité on l'est. Soyez plein d'ambition. L'ambition c'est le moteur de la vie. Donc soyez motivés, soyez ambitieux et surtout soyez travailleurs parce qu'on n'a rien sans rien. Je vous envoie tout mon bonheur, toute ma joie, bonne année aussi parce que j'ai oublié de le dire. Oupsie. Voilà, bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter la vidéo, la partager si vous avez des personnes que vous connaissez qui pourraient éventuellement être intéressées par le Bachi Bac. Et des questions si c'est nécessaire, il n'y a aucun souci, je réponds à tout le monde en commentaire. Un bisou à tout le monde, je vous dis à très bientôt et voilà. Bye bye. Bella ciao.